Bonjour, merci, merci d'être avec nous pour cette nouvelle session dans les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Session consacrée à une thématique qui est très intéressante. En tout cas, moi, je m'y suis pleinement plongé quand j'ai appris que je devais être le modérateur de cette séance avec cet aéropage de spécialistes. L'intitulé de cette séance, c'est « Quelle autonomie de l'Amérique latine vis-à-vis de l'administration américaine ?» Et je voudrais commencer par cette phrase qui a été citée par un certain Donald Trump. C'était au moment où il a été installé en janvier dernier. Nous n'avons pas besoin d'eux, ce sont eux qui ont besoin de nous. Cette phrase, c'est ce qu'il a répondu à un journaliste brésilien qui lui demandait de définir le cadre de sa politique vis-à-vis de l'Amérique latine. Alors, jusqu'à quel point est-ce que l'Amérique latine peut s'émanciper de l'influence des États-Unis? Quel rôle doit-elle jouer dans les guerres économiques, je dis bien les guerres économiques déclenchées par un certain Donald Trump? Ce sont toutes ces réponses auxquelles nous allons essayer de répondre avec ces spécialistes. Et je vous présente pour commencer, à côté de moi, juste à côté de moi, Erika Muines, présidente de l'Atlantic Council au Latam Center. Juste à côté d'elle, vous avez Sergio Alcocer, professeur à l'Université nationale autonome du Mexique, ancien président du Conseil mexicain des relations internationales. José Sarkis est l'ambassadeur du Brésil auprès des organisations économiques internationales à Paris. On peut saluer également et dire bonjour à Ricardo Haussmann, le directeur du Growth Lab, c'est le laboratoire de croissance de l'université de Harvard. Et bonjour et merci à José Manuel Salazar Xerinac d'être avec nous. C'est le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Cette session, cette discussion sera sous le patronage de Arantxa González. Merci Madame González d'être avec nous. Vous êtes ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères et actuellement doyenne de la Paris School of International Affairs à Sciences Po. Et je vais vous demander, à vous, de nous donner le cadre de la discussion à laquelle nous allons assister et participer tous ici aujourd'hui. Merci beaucoup, David. Nous allons sortir de l'Europe. Nous allons voyager vers l'Amérique latine pour comprendre les difficultés en Amérique latine à gérer la relation avec les voisins nord-américains, les voisins États-Unis, les possibilités, les difficultés, mais aussi le voie possible pour le continent. Évidemment, l'arrivée de Donald Trump a aussi agité les continents latino-américains. Il y a eu aussi des tarifs, même pour des pays qui avaient des accords commerciaux avec les États-Unis. Il y a les refoulements des migrants, même vers des pays qui ne respectent pas le droit de l'homme. Il y a eu l'obsession pour chasser la Chine du continent latino-américain. Il y a les soutiens aux partis d'extrême droite ou libertariens de la part de l'administration des États-Unis. Il y a des revendications territoriales, comme par exemple les canaux de Panama. Donc, disons qu'il y a énormément de volatilité, d'instabilité, dans un moment où les continents commençaient à retrouver le calme après la crise profonde du Covid, une volatilité qui a un impact négatif sur l'attractivité d'investissements et des financements qui sont nécessaires pour le continent. Alors, quelle réponse possible pour ces continents? Bon, d'abord, dans la lucidité, il faut bien constater une asymétrie du pouvoir et surtout une asymétrie des pays qui sont surtout pour les plus petits et surtout pour les plus proches aux États-Unis, dont la capacité à réagir est limitée. Il faut aussi se dire que l'Amérique latine n'est pas un tout homogène. Il y a énormément de diversité. Vous avez le Mexique, dans une interdépendance avec les États-Unis, les pays de l'Amérique centrale très intégrés avec les États-Unis, mais après il y a les continents sud-américains dans une énorme diversité. Donc je crois qu'il va falloir aller plus dans les micros plutôt qu'imaginer des solutions
qui serait donc plus du sur-mesure que du prêt-à-porter en termes de réponse. Enfin, quelle pourrait être la voie de réponse pour le pays de la région? Il y a dans la région, comme chez nous en Europe, l'amélioration de la compétitivité, de la productivité, donc avoir des économies qui sont plus capables de générer de la croissance endogène. Évidemment, cela passe par traiter les secteurs informels, l'intégration des femmes dans les marchés du travail, traiter la criminalité qui est très pressante dans les économies du continent, des opportunités importantes dans la région, dans la reconfiguration des chaînes de valeur, des chaînes de production au monde, notamment pour des pays qui ont des matières premières qui sont nécessaires aujourd'hui à la transition écologique et à la transition numérique. Donc il y a une première voie qui est la compétitivité, une deuxième voie qui est l'intégration régionale. Il faut savoir que la région latino-américaine est celle dont les commerces dans la région est du plus faible au monde, autour des 15%. Imaginons qu'en Europe, c'est autour de 70% et dans l'Asie, autour de 50%. Donc il y a des réservoirs, des capacités dans l'intégration régionale. Et enfin, il y a probablement en Amérique latine comme en Europe l'importance de regarder vers d'autres régions, vers d'autres pays pour construire des alliances. Et c'est là où l'alliance qui est sur la table aujourd'hui entre l'Union européenne et les Mercosur, et en disant ceci, je connais les sensibilités en France, mais je crois que dans un moment comme celui-ci, aujourd'hui, où tant de l'Amérique latine que l'Europe cherche à diversifier et à trouver des espaces, des nouvelles alliances géopolitiques, je crois que ça serait une possible voie des solutions. Donc, David, plein de choses à discuter. Je te redonne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que le sujet est très très vaste. Et je vais donner d'abord la parole à José Manuel Salazar Xirinac. Quelle devrait être, selon vous, la position de l'Amérique latine face à l'administration Trump? Plus largement, quelle devait être la position de l'Amérique latine face à la nouvelle donne géopolitique? Hello? Yes, okay. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je m'estime tout à fait honoré de pouvoir participer à cette table ronde à côté de certains très bons amis. La question, c'est de savoir si l'Amérique latine peut être autonome face aux États-Unis. Si je devais répondre à oui ou le non, je dirais tout simplement non. Mais cette réponse serait la réponse dans un monde qui est simple, mais nous vivons dans un monde qui est complexe. Donc, heureusement qu'on n'a pas besoin de chercher une réponse tout simple. Ce qui est intéressant, c'est l'analyse. J'aimerais faire honneur au titre de cette conférence qui parle du choc des réalités. Et je voudrais parler de la réalité en vous donnant quelques chiffres. Les premiers chiffres concernent la géoéconomie. La structure de base de l'économie mondiale a changé depuis l'an 2000. Ces 25 premières années, la part de la Chine dans l'économie mondiale a triplé de 6% à 18%. On parle ici en pouvoir d'achat, parité de pouvoir d'achat. Et la part des pays émergents a plus que doublé de 15 à 33%. La part des États-Unis a été réduite de 6 points, de 21 à 15%. La part de l'Union européenne s'est vue réduite de 7 points, de 22 à 15%. Et à ce propos, la part de l'Amérique latine s'est rétrécie de 9 à 7%. La solution en ce qui concerne les capacités productives, la situation en ce qui concerne les capacités productives est différente de la situation qu'on a vue en 2001. Les États-Unis et l'Europe sont à 15%, la Chine est à 18%. Voilà quelques statistiques commerciales. Derrière ces chiffres sur les parts du PIB, on parle de capacité de production, de potentiel économique. La Chine est devenue une vraie puissance économique. Ces évolutions, ces changements sont très importants parce que
cela permet de mettre en avant l'argument comme quoi, dans nos mondes idéal, la recommandation, ce serait de ne pas choisir de camp, faire des affaires avec tout le monde, profiter des opportunités, réduire les risques, construire avec la Chine dans la mesure du possible, construire avec l'Europe. Et ce serait une approche gagnant-gagnant. L'Europe aurait beaucoup à gagner du commerce avec l'Amérique latine, mais nous ne vivons pas dans un monde idéalisé. Nous avons la géopolitique qui se confronte à nous. Deuxième réalité, l'interdépendance des pays de l'Amérique latine avec les États-Unis, la Chine et l'Europe a évolué et est très diversifiée selon les pays. Différentes situations existent. J'aimerais parler du commerce, des investissements, des transferts d'argent et du travail. Il y a un premier groupe de pays. Dans le premier groupe, il y a Mexique tout seul. 80% de ses exportations partent aux États-Unis. Ensuite, il y a un deuxième groupe, les pays d'Amérique centrale et des Caraïbes. Entre 30 et 60% de leurs exportations partent aux États-Unis. Si vous descendez en Amérique du Sud, la situation est très différente. À l'exception de la Colombie, qui envoie 33% de ses exportations aux États-Unis. Un autre pays... Pour les autres pays, ils sont à moins de 18% d'exportations qui partent vers les États-Unis. Pour l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay, ils sont à moins de 10% d'exportations qui partent vers les États-Unis. Donc la situation est très contrastée, les relations sont différentes. La Chine a déplacé les États-Unis comme partenaire commercial, comme premier partenaire commercial. Et la part des exportations a baissé de 59 en 2000 à 43% aujourd'hui, et les importations depuis les États-Unis a baissé de 50 à 30%. Sur cette même période, les exportations qui partaient de l'Amérique latine vers la Chine a été multipliées par 14. Et la part des importations totales a augmenté de 2 à 20. L'exposition de ces pays de l'Amérique latine et des Caraïbes aux droits des douanes est différente selon le pays. C'est une situation asymétrique. En ce qui concerne les investissements, la situation est différente. Les États-Unis sont le pays d'origine le plus important en ce qui concerne les investissements directs étrangers. 38% des investissements directs étrangers, pas loin de 40% en tout cas, sont arrivés depuis les États-Unis. 15% sont arrivés depuis les Unions européennes et les flux financiers depuis la Chine sont plus faibles. Les transferts de fonds, c'est une autre forme d'interdépendance ou de dépendance mutuelle. Cela représente plus de 15% pour certains pays de l'Amérique latine et 27% du PIB du Nicaragua. C'est la part des transferts de fonds pour l'économie du Nicaragua. Et pour le Salvador, c'est 22%. Le Guatemala, c'est une part importante aussi. Et la différence par rapport à l'Amérique latine est énorme parce que les transferts de fonds représentent moins de 1% du PIB des pays d'Amérique du Sud. Ces chiffres sont plus importants, mais également parce que le PIB de l'Amérique du Sud est plus important que les pays de l'Amérique centrale. Et la migration, en dernier point, selon les estimations de l'ONU, il y a 48 millions de personnes d'Amérique latine et des Caraïbes qui vivent en dehors de leur pays. Et la moitié d'entre eux vivent aux États-Unis. Malgré tout le rhétorique anti-immigration de la part de l'administration américaine actuelle et la campagne de déportation, il n'existe pas de scénario où des millions de familles ne seraient pas connectées à des millions de familles vivant en Amérique latine et dans les Caraïbes. Pour conclure, et je n'ai même pas parlé des défis financiers, je pense que d'autres pourraient en parler, les interdépendances, les dépendances mutuelles entre l'Amérique latine et les États-Unis via ces 4 canaux vont très loin, c'est très profond et il s'agit de relations asymétriques. Bien évidemment, les États-Unis ont beaucoup de leviers à activer pour influencer les prises de décision dans les pays de l'Amérique latine. Toute idée d'autonomie, toute idée d'indépendance ou découplage des pays de l'Amérique latine par rapport aux États-Unis
semble très peu faisable, ce serait difficile. Je n'aimerais pas être déterministe. Dans tout cela, je parle d'économie, mais il y a également la politique. La politique est différente. L'approche peut être différente selon si on est Brésil ou on est en Argentine par rapport à la situation du Costa Rica ou du Salvador. Sur ce qui vient d'être dit, est-ce que vous tirez, vous, des conclusions un peu différentes, Erika Mouines? Oui, sorry. Yes, Oui, je suis en désaccord parce que je ne comprends pas cette perspective. Tous les pays sont interdépendants les uns par rapport aux autres. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas être autonome. Je suppose que la question de savoir si on est autonome ou pas, surtout pour les petits pays, est-ce que cela veut dire, est-ce qu'on peut résister, est-ce qu'on peut tenir bon? Pour le Panama, c'est un exemple. Si la réponse est non, je m'inscris en faux par rapport à ce que vient d'être dit. Je pense que les petits pays ont des leviers à activer. Il s'agit surtout de les identifier et de savoir quand les utiliser. Ce n'est pas une lutte qui se livre sur Twitter, mais je pense que l'approche est très pessimiste si la réponse est non. Sergio Alcocer. Merci beaucoup. J'aimerais remercier M. Lorenzi pour cette invitation au Conseil mexicain des relations étrangères pour participer. La question est très difficile parce que la région d'Amérique latine et des Caraïbes est très hétérogène. Il n'y a pas une seule réponse. Je peux parler pour le Mexique. Surtout, l'interdépendance par rapport aux États-Unis est très importante. Il est très difficile de parler de l'autonomie et je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais ce n'est peut-être pas le cas pour tous les pays. Et la solution pour un pays n'est pas le même pour tous les pays. Mais bien évidemment, les États-Unis pèsent très fort en Amérique latine. Et ce qui est très important, si on pose la question aux populations d'Amérique latine via une étude, une enquête qui est menée tous les 3 ans, les populations d'Amérique latine aimeraient avoir des relations beaucoup plus proches avec les États-Unis qu'avec la Chine. Je ne sais pas si ça a changé avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, mais il y a 2 ans, les populations voulaient avoir des relations avec les États-Unis plutôt qu'avec la Chine. Monsieur Sarkis. Chaque pays a besoin d'une solution sur mesure pour régler sa dépendance aux États-Unis? Bonjour à tous. Definitely, we have to take into Bonjour à tous. Oui, il faut prendre en compte les circonstances nationales et notamment dans les relations internationales en ce qui concerne le commerce, l'environnement, la transition énergétique, le développement durable et toutes ces questions-là. Ce que je dirais par rapport à cette question, c'est que l'Amérique latine a toujours été confrontée à des réalités. Si on se compare à l'Europe en termes relatifs, cette crise à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, ce choc qui arrive, ce choc des réalités, c'est une crise qui fulmine depuis bien longtemps. N'oublions pas que le niveau des échanges commerciaux par rapport au PIB stagne depuis 2008. Il est difficile de dire que les échanges commerciaux représentent le même moteur de croissance économique qu'auparavant. Ce que je tenais à dire par là, c'est que malgré la nécessité d'une réponse nationale qui sera spécifique aux circonstances nationales, plus on a des échanges commerciaux avec son voisin, plus on promeut l'intégration régionale et plus on crée des opportunités pour les partenariats et plus on crée des flux financiers. On parle beaucoup de la Chine comme étant un des arbitres des guerres économiques qui ont lieu en ce moment. Mais quels sont les liens entre l'Amérique latine et la Chine? Est-ce que l'Amérique latine est une des victimes collatérales en fait, de la guerre économique déclenchée par Donald Trump? Merci pour la question. I would like to... J'aimerais soulever un point spécifique. Je suis entièrement d'accord avec le constat et les chiffres présentés par notre collègue sur l'Amérique latine, mais je tiens à dire que ce que nous observons aujourd'hui est une
nouvelle expérience. Nous pensions qu'il y avait des règles commerciales et que le pire des situations concernait le statut d'un pays plus préféré. Mais aujourd'hui, les États-Unis mettent en œuvre des relations bilatérales en cherchant à mettre la pression sur tous les pays. Si on cherche à instrumentaliser tout point de pression qu'on peut trouver face à vous, quelle sera votre réponse? Tout d'abord, on va chercher à diversifier ces risques. Vous allez diversifier vos risques. Les États-Unis ont dit vouloir dérisquer par rapport à la Chine. Aujourd'hui, nous devons dérisquer par rapport aux États-Unis. Quelles sont les limites à ce dérisquage, entre guillemets? Je dirais que les États d'Amérique latine sont confrontés à deux types de défis. Dans les échanges commerciaux, il y a deux types de questions. Si on fait des exportations du pétrole, le Brésil exporte du pétrole vers les États-Unis et peu importe si ce pétrole part aux États-Unis ou ailleurs, cette pression n'apporte pas beaucoup de choses. La plupart des exportations d'Amérique du Sud sont des minéraux et des protéines. Ils partent pour la plupart en Chine. Les États-Unis peuvent pas faire grand-chose parce que c'est une relation qui est toute naturelle. Le problème se situe au niveau de deux sujets. Le problème, c'est que beaucoup de pays de l'Amérique latine ont une situation budgétaire très faibles et ils dépendent d'appui du FMI afin de maintenir leur accès au marché des capitaux pour éviter une crise de la dette. Le FMI, au jour d'aujourd'hui, même si son directeur général est toujours un Européen, il s'agit pour le FMI d'une institution qui est en relation très privilégiée avec le Trésor américain. C'est une forme de dépendance. C'est une dépendance que les Européens ont permis. Cette défense du multilatéralisme nécessitera une plus forte indépendance du FMI par rapport à la pression américaine. Le deuxième élément qui crée cette dépendance, c'est le fait que ces États d'Amérique latine sont aujourd'hui contestés par des organisations criminelles qui sont dotées d'un grand nombre d'armes. Il y a une lutte acharnée entre les États et les organisations criminelles internationales. Cela se passe au Venezuela, en Colombie, au Mexique, en Équateur, en Bolivie, partout dans cette région. Il y a un groupe de pays qui aimerait recevoir un appui international pour la lutte contre ces organisations criminelles. Pour d'autres pays, ils pensent que ce soutien, cet appui international serait trop compliqué, qu'ils peuvent consolider leur pouvoir en nouant des alliances avec les organisations criminelles. Au jour d'aujourd'hui, le Venezuela a noué une alliance avec ses propres organisations criminelles pour pouvoir renforcer le régime face aux autres partis qui plaideraient en faveur de la démocratie ou des droits humains. Cette tendance s'établit également en Colombie, où le président aujourd'hui cherche à renforcer son pouvoir en nouant des alliances avec des organisations criminelles. Voilà la dynamique qui existe également en Bolivie. Mais dans d'autres pays comme l'Équateur, ce sont des pays qui mènent une lutte acharnée contre des organisations criminelles et qui ont besoin de soutien pour mener cette lutte. Du point de vue de l'Équateur, le gouvernement dit « j'ai besoin des financements du FMI pour lutter contre les organisations criminelles ». C'est une forme de dépendance, c'est ce dont j'ai besoin, c'est le soutien dont j'ai besoin. Et tout cela ouvre la possibilité d'un rôle intéressant à jouer pour l'Europe si l'Europe veut aider l'Amérique latine à dérisquer par rapport aux États-Unis. Monsieur Salazar Sirinach. A little comment. Yes, thank you. Oui, merci beaucoup. Oui, j'aimerais bien réagir. J'aimerais éviter tout malentendu. Quand j'ai dit non, j'ai dit ça sous forme de provocation.
Et je voulais inviter les collègues sur la table ronde à poser une analyse un peu sophistiquée. Et c'est effectivement le cas dans ce que nous avons entendu. Et je pense que la réponse, c'est de dire qu'aucun pays d'Amérique latine ne peut être indépendant par rapport aux États-Unis, ni par rapport à la Chine, ni par rapport à l'Europe. Nous sommes tous interconnectés, nous sommes tous interdépendants ou dépendants mutuellement les uns des autres. Et c'est pour cela qu'il faut une approche pragmatique. C'est ce que j'appelle de mes voeux dans cette dans ce nouveau contexte géopolitique. L'Amérique latine a un certain nombre d'avantages. En tant que pays, il faut en profiter. Nous avons de l'eau, nous avons la biodiversité, nous avons des minéraux stratégiques, nous avons les ressources les plus importantes, le lithium dans le monde. Pour la décarbonation du monde, c'est une ressource très importante. La demande est très forte dans le monde. Nous avons également les océans. Il y a le tourisme aussi qui existe. Il y a beaucoup d'affaires, beaucoup de bonnes affaires qui peuvent se faire, qui pourraient apporter de la croissance et des emplois de qualité en Amérique latine. Voici la conversation, la diplomatie économique qui doit se mettre en place entre les pays de l'Amérique latine et les autres pays. Le problème, j'ai bientôt terminé, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il faut gérer dans le monde idéal ces dossiers où les autres pays respectent les règles du jeu. Et ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Bon, je voulais souligner le fait que peut-être qu'un des trois problèmes principaux en Amérique latine, c'est l'inégalité, la sécurité et l'immigration. Et ce sont des problèmes qui n'étaient pas liés il y a plusieurs années. Aujourd'hui, ils sont totalement interreliés, intermêlés, parce qu'on parle de migration et de la sécurité, et il y a l'égalité qui est inégalité. Et lorsqu'on se demande, par exemple, si on était un Français, un Européen, qu'est-ce que je peux faire pour soutenir un changement en Amérique latine? C'est très important parce qu'on s'efforce de se rapprocher de l'Union européenne en Amérique latine, pas parce qu'on veut se retirer les risques avec les US, mais on partage beaucoup de choses avec vous. Vous faites la promotion du respect des droits humains, des femmes, par exemple, ce qui est critique dans la plupart des pays d'Amérique latine. On pense que le changement climatique et la transition énergétique, c'était critique pour une région comme la mienne. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est très, très important que l'on ait avec nous l'Union européenne. Dans une session précédente, il y a une dame qui a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour la transition énergétique. Et moi, je dirais, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Quand on change les règles, etc., on devient de plus en plus autocrate dans notre région et tout ça. Et on a beaucoup d'inégalités, finalement, dans notre région. Je pense que d'abord le soutien de l'Union européenne et de la France, évidemment, égalité avec son égalité, fraternité, etc. Ça ferait beaucoup de sens pour nous de bénéficier de cette voie, de ce soutien. Liberté, égalité, fraternité. Let me put it in another. Je vais peut-être à un autre point de vue là. C'est que plutôt que d'avoir les Européens qui viennent nous aider, l'Amérique latine, on a besoin de l'aide, mais il faudrait que vous nous considériez comme des partenaires stratégiques, parce qu'on a des richesses, on a des ressources, comme ça vient d'être mentionné, des minerais, etc., mais on pense de la biodiversité, c'est également chez nous le pétrole. Et donc, je crois que l'amélioration nous a donné une mauvaise réputation. Et maintenant, chaque fois qu'il y a une conversation et qu'on parle de l'Amérique latine, les gens pensent, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'aide, de subventions, etc. Oui, on a des problèmes structurels, ça a été dit, comme ça a été discuté ici, le crime organisé, etc. Mais il y a également beaucoup d'opportunités pour les Européens qui sont ouverts. José Sarkis, qu'est-ce qu'il faut penser des liens entre l'Amérique latine et l'Europe? Est-ce qu'il y a un front qui peut se constituer pour justement contrer les attaques venues des États-Unis? Et qu'est-ce qu'il faut penser plus particulièrement des relations entre l'Union européenne et le Mercosur? Merci. Excellente question. Ma réponse est claire. Oui, l'Amérique latine, Latin America and Europe. Et l'Europe ont beaucoup de potentiel ensemble. Nous avons fait beaucoup, mais il faut encore en faire beaucoup plus.
La réalité, à mon avis, c'est qu'il y a un affaiblissement du multilatéralisme. Ces régions, nos deux régions, ont des valeurs similaires, la démocratie, la gouvernance, la transparence, la responsabilité, les droits humains, des positions multilatérales, la conviction que les institutions multilatérales sont importantes. Et au-delà de cela, la réalité que je perçois, c'en est une où il y a des fragmentations, il y a la démondialisation, mais l'interdépendance reste très importante dans cette structure. Et l'on voit un ordre multipolaire qui est revu, qui étape par étape, qui est changé, même si parfois c'est dans des termes contradictoires. Donc, les BRICS, par exemple, aussi, traduisent ce développement d'un ordre multipolaire. Hein, on le voit avec les BRICS. Mais évidemment, avec cela, il y a l'affaiblissement du multilatéralisme et j'espère que l'Amérique latine, l'Union européenne et le Mercosur représenteront une force multipolaire importante pour favoriser le multilatéralisme. Alors moi, façon de procéder, ce serait d'avoir une meilleure intégration entre ces deux régions, basée sur des principes partagés, des valeurs partagées, un point de vue partagé sur le multilatéralisme. Mais on a beaucoup de complémentarité. Hein. Les Latino-Américains ont énormément d'eau en ressources, de terre, des ressources pour la bioéconomie, par exemple, des sources d'énergie renouvelables. Le Brésil, par exemple, dispose de 90% de la génération électrique basée sur des sources renouvelables. L'Amérique latine, c'est 60% d'énergie renouvelable. C'est la région qui a le plus haut taux de renouvelables dans son mix énergétique et génération électrique. L'Europe est loin derrière, malgré tous les efforts consentis sur les renouvelables. Donc, il y a un potentiel pour un meilleur partenariat pour la fabrication propre. Mais il y a également la réalité des données économiques. La Chine devient de plus en plus un partenaire important, c'est vrai, au Mexique, par exemple en Amérique centrale depuis un certain temps. Ça devient également un partenaire important, le plus important en termes commerciaux, en échanges commerciaux avec Mercosur, avec l'Amérique du Sud. Mais quoi qu'il en soit, l'Europe reste un partenaire clé sur le plan économique, avec la plus grande part d'investissements directs étrangers. Ça génère du travail au Brésil. On forme des ingénieurs, les entreprises brésiliennes et les entreprises européennes, françaises, italiennes, espagnoles, allemandes, ont établi beaucoup de partenariats, des partenariats dans l'engineering, par exemple, dans les infrastructures. Et ça, c'est l'agenda qui nous attend. Sur ce qui vient d'être dit, est-ce que vous estimez que le multilatéralisme à l'européenne convient à tous les pays d'Amérique latine? Oui, je crois que tout d'abord, il y a deux choses que j'aimerais dire. In English, please. English, OK. Le multilatéralisme est global. Je crois c'est un sujet, mais ceci implique un multilatéralisme dans les pays sans démocratie. Et ce que je vois qui s'affaiblit, c'est le bloc démocratique. Donc on a besoin de leadership lorsqu'il s'agit de consolider les démocraties et aider les pays à recouvrir la démocratie. J'ai vu par exemple le Brésil, par exemple, aime beaucoup les BRICS. Et les BRICS, ça commence avec un B, Brésil, mais ça inclut la Russie, ça inclut la Chine, qui ne sont pas tout à fait des démocraties, dans le sens du terme. Et à proximité du Brésil, vous avez le Venezuela. Mais le Brésil n'a jamais présenté beaucoup d'enthousiasme au niveau de la défense de la démocratie au Venezuela. Au pire des cas, on pourrait dire qu'ils ont soutenu Maduro. Et dans la stratégie des affaires étrangères brésiliennes, donc moi j'aimerais bien voir
un pôle démocratique solide. Et je pense que l'Europe peut naturellement assumer le leadership de ce pôle démocratique. Et ça, c'est ce qui m'intéresse ici. Je voudrais dire quelque chose pour montrer que je suis d'accord avec Sarkis. Nous avons des ressources énergétiques, des énergies vertes renouvelables. Permettez-moi de dire pourquoi c'est stratégique pour l'Europe. Et je pense que c'est un point que l'Europe... Je ne crois pas que ce n'est pas assez cité en Europe. Toute la zone était une zone où transporter de l'énergie était très peu coûteux. Et si un baril de pétrole à 70 $ coûte, par exemple, en Arabie Saoudite, ça vous coûte 72 $ à Rotterdam. Ça veut dire que si vous avez une industrie intensive en termes d'énergie, le fait que vous n'avez pas d'énergie, ben, c'est pas un problème, vous l'importiez. Et dans un monde vert, ce n'est pas le cas. On ne parle plus de pétrole, parce que l'énergie verte est très coûteuse en termes de transport. Au lieu d'envoyer l'énergie où les industries se trouvent, il faut relocaliser les industries où l'énergie verte est produite. Et si vous ne faites pas cela, vous allez perdre ces énergies, ces industries, pardon. Et donc, je pense qu'un des éléments stratégiques pour sauver autant d'emplois que possible dans l'Europe, c'est de mettre les industries très consommatrices d'énergie, de les mettre là où l'énergie est produite. Et donc, c'est en Amérique latine. Et ça, c'est stratégique pour l'Europe. D'autres thèmes qui sont tout aussi importants dans cette thématique. Et je vais me tourner vers Sergio Alcocer pour lui demander quelles sont les problématiques qui sont liées aux politiques douanières et aux mesures de contrôle des flux migratoires. Comment est-ce que le retour de Donald Trump a changé la donne en matière d'inégalité, de sécurité, de flux migratoires? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce changement de donne? Bon, le problème de l'immigration entre le Mexique et les États-Unis, historiquement, c'est complexe. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, l'immigration mexicaine était significative en raison de la perte de la force de travail requise aux États-Unis pour justement assurer la production agricole. Puis, dans les années 60, sous la même administration Kennedy, là où les règles ont été changées pour empêcher certaines populations de rentrer aux États-Unis, eh bien, cette immigration qui était légale, circulaire, est devenue illégale. Et donc, la relation avec le Mexique a toujours été très complexe depuis ce temps-là. L'année dernière, nous avons 1,4 million de personnes à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, provenant de 177 pays. Pas seulement des Mexicains, évidemment, pas seulement des Guatémaltèques ou ce que vous voulez. Il y avait des gens d'Ukraine, d'Haïti, de 177 pays. Donc le problème de l'immigration est toujours un problème dans les relations avec les États-Unis. Et avec Donald Trump, évidemment, c'est exacerbé. Je comprends que pour un pays de décider comment ce pays, d'être sélectif au niveau immigration, ça a du sens de contrôler l'immigration. Le problème, c'est que l'aspect schizophrène des Américains, c'est que la grande majorité des minorités aux États-Unis sont d'origine hispanique. Environ 60 millions de personnes d'origine hispanique. 30 millions d'origine mexicaine, pour mère de seconde, deuxième, troisième génération. Actuellement, il y a 11 millions de personnes aux États-Unis, la moitié d'entre eux qui n'ont pas de papier. C'est une immigration non documentée. Donc c'est un phénomène majeur. Et le Parti républicain ne veut pas le reconnaître. Mais ça change la démographie des États-Unis. Ça va changer la couleur de la peau des gens qui vont à un match de baseball. Pas seulement les Wasps, mais maintenant, on va voir d'autres couleurs de peau, comme les Hispaniques. Et je pense que c'est le genre de changement culturel qui se produit aux États-Unis. Évidemment, Donald Trump représente le retour en arrière vis-à-vis de l'immigration. C'est la raison pour laquelle il est contre l'immigration. Bon, il a réussi à réduire l'immigration dans les quelques derniers mois en raison de sa position sur l'immigration. Mais je me demande si cela peut être maintenu. Évidemment, il a approuvé la magnifique loi et tout ça. Mais il va lui manquer de ressources pour construire le mur, pour avoir des patrouilles à la frontière, mais tout ça. Mais il y a
évidemment, il y a un problème parce qu'il y a un besoin de ces emplois aux États-Unis. Si vous allez aux États-Unis, vous cherchez quelqu'un à travailler dans l'industrie de la manufacture, par exemple, il n'y a pas d'Américain qui veut travailler dans le domaine des services, par exemple. C'est la raison pour laquelle les Mexicains, les gens d'autres origines, sont prêts à travailler dans ces domaines. Et donc, si on ferme les yeux là-dessus, sur les besoins du pays, en fermant les frontières, je ne pense pas que ça va marcher. Et je pense que le temps nous dira que si on a raison. Alors, M. Sananak, un rapide commentaire sur ce qui vient d'être dit. Qu'est-ce que vous pensez de la politique migratoire menée par Donald Trump aujourd'hui? Je suis totalement d'accord. Non, évidemment, regardez, là, c'était un des 4 canaux dont j'ai parlé en termes d'interdépendance, dépendance mutuelle. Je pense que ce qui a été dit. Puis il y a un élément additionnel, c'est le changement démographique. Il y a aussi les taux de fertilité, par exemple, chez les Hispaniques qui sont plus importants, les taux de fertilité des femmes, que les WASP. Pas simplement en raison des nouveaux flux qui ne peuvent pas être arrêtés, mais en raison de la croissance de la démographie, finalement, de la fertilité. Donc, il y a un changement d'équilibre aux États-Unis. Ça va affecter, évidemment, la culture du pays. Et en fin de compte, la bonne nouvelle pour l'avenir, c'est une bonne nouvelle pour l'avenir, mais ce que je voudrais dire, il y a un aspect. Je peux me permettre, vous allez avoir d'autres questions, donc 30 secondes, vous disposez de 30 secondes, là, très rapidement. Dans notre diagnostic de base sur l'Amérique latine et les Caraïbes, on voit qu'il y a 3 pièges au niveau du développement. C'est la capacité de croître, la croissance. Je vais donner quelques chiffres. Dans la décennie entre 2014 et 2023, la croissance moyenne était 0,9% en Amérique latine. C'est moins que du 2% des années 80. Et donc, l'Amérique latine a perdu de la 2e décennie. Est-ce qu'on va perdre dans une 3e décennie? Donc, tout ce dont on a parlé finalement, sur faire des affaires avec la Chine, avec l'Europe, avec les États-Unis, et pas pour des aides, je ne cherche pas des aides. C'est un argument pour dire, soyons partenaires, faisons des affaires ensemble, soyons intelligents. Et on parlera de la compétitivité. Par exemple, on parlait des énergies renouvelables, par exemple, de l'industrie pharmaceutique, par exemple. On a identifié 15 secteurs dynamiques qui pourraient être une richesse en termes d'opportunités. On ne voit pas le Brésil, pays dont vous êtes originaire, comme un pays d'émigration. Comment est-ce que vous vivez, vous, cette politique menée par l'administration Trump aujourd'hui? Le Brésil a été pendant très longtemps dans son histoire un pays très ouvert, une économie totalement ouverte aux migrations. Moi-même, je suis un immigrant originaire d'une famille libanaise qui est allée au Brésil pour réussir leur vie. Donc nous sommes à un moment difficile où les pays réagissent de façon protectionniste. Et je pense que c'est la réponse à la stagnation des résultats en termes de PIB que l'on constate depuis 2008, depuis la crise. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a des opportunités. Et comme Ricardo l'a dit dans son discours, sur l'Europe devant devenir stratégique, moi je dirais de l'Amérique latine, du Mercosur et de l'Europe, on doit être stratégique, basé sur des valeurs partagées. Je pense qu'on peut développer des plateformes permettant l'intégration des échanges, y compris des migrations, plus d'échanges commerciaux, plus d'investissements, plus en termes de génération d'emplois et une contribution au développement durable dans la production. Et un bon changement économique. Et avec ceci, favoriser, alors pousser de l'avant nos valeurs
au fur et à mesure qu'on développe ce monde multipolaire et qu'on retrouve cet environnement multipolaire. Donc, what tools, On l'a dit, l'Amérique latine, c'est une région très hétérogène, mais les petits pays, eux, de quels outils ils disposent pour résister aux pressions internationales et notamment aux pressions qui viennent des États-Unis? Yes. Ah oui. Bon, le futur semble un tout petit peu sombre pour des plus petits pays, mais je suis optimiste et j'ai un point de vue positif. Comme je l'ai dit avant, on peut devenir un dommage collatéral au milieu de cette bagarre entre les géants. Mais c'est la mauvaise approche. Mais ceci implique de prendre parti. On ne devrait pas prendre parti. Il faudrait qu'on cherche des solutions. C'est une perspective totalement différente. Ça veut dire que là, lorsqu'on a un agenda, la plupart des pays, les pays vont comme des gardiens de but. Comment je bloque, comment je me protège, c'est des goals au foot. Mais je pense que c'est mauvais sur le plan stratégique. Vous allez souffrir, quoi qu'il arrive. Il faut arriver avec un agenda, des projets calmes. Et encore, je ne peux pas souligner l'importance de la diplomatie. Donc, il faut comprendre le contexte. Ici, c'est une bataille. Si vous essayez de vaincre dans la bataille de Twitter, vous allez perdre. C'est pas ça qu'on cherche. On ne cherche pas de faire la une des journaux, d'être supporté par les tweets. On veut gagner. Les petits États ont des actifs stratégiques, verticaux. Il faut les identifier. Donc, il faut faire un catalogue, dire c'est ce que j'ai et dire qu'est-ce que vous voulez pousser de l'avant. Et lorsque vous asseyez à la table, vous ne jouez pas au gardien de but, mais plutôt vous exposez ce que vous voulez à gagner et ce que vous êtes prêt à donner. Et donc, quelle est votre ligne rouge? Alors ça, c'est très important de l'exprimer. La souveraineté pour un pays, c'est pas quelque chose qu'on décide ou qu'un autre pays décide. C'est surréaliste qu'en 2025, on pense encore à cette idée. Donc, ça ne marche pas. Mais pour que chaque pays doit tenir son terrain. C'est comme dans un sport. Lorsque l'on cherche à gagner, à vaincre une autre équipe, bien, on prend notre équipe et on dit quelle sera notre stratégie avec nos coéquipiers. Je pense au Canada, l'approche du Canada vis-à-vis comment ils ont négocié tout ça, comment ils ont eu le soutien d'autres marchés. C'est un exemple. Les interactions, c'est faisable. C'est pas facile, non, c'est de toute évidence. Mais je pense on l'a souligné ici, il y a des déséquilibres et de toute évidence, la dépendance historique vis-à-vis des États-Unis. Lorsque l'on discutait de la croissance et comment on a été en stagnation, donc pendant les décennies, moi je suis vraiment quelqu'un qui défend énormément l'IA pour l'Amérique latine. Je pense que dans ce public, vous n'êtes pas nombreux à savoir que juste derrière les États-Unis et l'Inde, c'est l'Amérique latine qui est le plus gros usager d'IA. Donc si on pense à l'éducation, par exemple, on ne va jamais rattraper le retard si on continue avec le même curriculum. Mais maintenant, l'IA nous a donné un outil absolument extraordinaire pour vraiment aller dans les zones les plus éloignées ou pour proposer l'éducation. On a discuté en venant ici. L'IA nous donne un outil, par exemple, que les plus petits États qui investissent sur les centres de calcul, tout ça, et ils perdent leur argent. Non. Ce n'est pas une administration qui va vous donner un avantage en dépensant des millions à Washington. Une chose que l'on peut faire, qui est positive, et il faut le reconnaître, c'est qu'il n'y a pas d'agenda truqué. Et ce n'est pas aux autres États de décider pour nous. Donc, ouvert cette table ronde et qui va la conclure. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de tout ce qui a été dit pendant cette heure de discussion? Non, moi, j'ai retiens deux messages. D'abord, dans un monde d'interdépendance, pas d'indépendance, pas de dépendance, mais d'interdépendance, il y a des leviers
mais il faut savoir les utiliser, les savoir utiliser d'une manière intelligente, choisissant les moments d'une manière pragmatique. Le deuxième message que je retiens, David, et c'est un message important vu où nous sommes, c'est que pendant que l'Europe se cherche, il y a plein de pays au monde qui attendent l'Europe, qui l'attendent dans la défense de la démocratie, qui l'attendent dans la lutte contre la criminalité organisée, qui l'attendent dans l'amélioration de la compétitivité, qui l'attendent dans la défense du multilatéralisme, qui l'attendent pour la construction des alliances solides avec d'autres. Et donc, dans ces moments où l'Europe est très préoccupée par elle-même, elle devrait garder quand même aussi de l'énergie pour construire des alliances, notamment avec l'Amérique latine. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment d'avoir participé à cette discussion et j'espère que, voilà, que ça vous aura apporté des pistes de réflexion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir écoutés.